la sérénité qui se dégage des champs, champs de blé, champs de fleurs ou champs de riz, fait oublier combien la terre, de mère paisible et généreuse, peut soudain se transformer en marâtre terrifiante. Dans tous mes vagabondages à la surface de la Terre, tu vois, deux choses m'ont frappé et m'ont toujours emballé, enthousiasmé. D'une part, l'aspect paisible et serein, extraordinaire qu'elle nous donne en tant d'occasions diverses, que ce soit la nature sauvage ou la nature domestiquée par l'homme, qui peut être somptueusement belle, et d'autre part les colères de la Terre, parce qu'elle se met en colère de temps à autre, et c'est fabuleux aussi, c'est extraordinaire à voir, et plus extraordinaire encore à être pris dedans et avoir même peur de cette... Mais ça te donne des sensations de lutte et de bataille absolument incroyables. Difficile d'établir une classification dans ces colères. Quand on est pris dedans, c'est toujours la plus forte de toutes, ça c'est sûr. Mais je pense que celle qui est la plus terrifiante, fondamentalement, qui prend quelque chose de plus dans toi que la simple peur physique pour ta vie, c'est plus fondamental, ça va plus loin dans le subconscient, c'est ce qui se produit lors d'un gros tremblement de terre. La terre tremble, tu peux aussi avoir peur pour ta vie, mais en plus de cela, il y a comme une espèce de terreur métaphysique. Et j'ai essayé de l'analyser, c'est difficile à analyser, ça passe tellement vite. C'est l'impression que tout à coup, la seule chose réellement stable sur laquelle on peut compter, on pouvait compter jusque-là, qui est le roc dur, le sol ferme sous tes pieds, là, il fiche le camp, c'est fini, il n'y a plus rien. Quand tu es pris dans un fluide en fureur, la mer, l'eau, la neige, le vent, l'atmosphère, bon, c'est normal, un fluide, c'est instable, c'est toujours instable. Il n'est pire que l'eau qui dort, et tout le monde le sait. Le temps calme précède la tempête, tout le monde le sait. D'expérience, le seul qui tremble, c'est autre chose. Et les tremblements de terre, pour ça, je les mets en tout premier lieu, tout premier rang des catastrophes naturelles. Ces mouvements du magma qui étirent la coquille qui est au-dessus jusqu'à la casser et laisser passer le magma pour faire du volcanisme dans les zones de rift, compriment la même coquille terrestre dans les zones de subduction, où l'une passe sous l'autre. Mais ce passage ne se fait pas tout seul, hein. Ce n'est pas huilé, il n'y a pas de roulement à billes. Ce sont au contraire des roches extrêmement hérissées, des roches qui s'opposent à tout glissement. Donc le glissement ne se fait pas. Les contraintes s'accumulent, mais rien ne bouge parce que les roches hérissées empêchent que ça bouge. Jusqu'au moment où les contraintes dépassent la résistance mécanique de ces roches et toc, ça casse. Au moment où les roches cassent, qui empêchaient le mouvement, il y a un déplacement, et plus le déplacement est grand, plus la surface de déplacement est importante, plus le séisme est important lui-même. C'est ça la cause essentielle des séismes. Alors ça peut se faire par subduction comme ceci, ça peut se faire comme le long de la côte ouest des États-Unis et du Canada, par le mouvement coulissant de deux plaques tectoniques, celle de l'Amérique et du Pacifique, que sépare la trop célèbre faille de San Andreas.
Si cette faille s'inscrit de façon aussi exceptionnellement claire dans le paysage, c'est parce qu'elle joue très souvent, trop souvent. Malgré cela, impavide, l'homme y demeure, sur la lèvre même, sur cette falaise qui est une falaise de faille et non pas une falaise d'érosion. Ainsi à Daly City, où est venu, depuis la côte orientale, s'installer par exemple Jerome Boyle et sa fille Marley. Dans notre subconscient, nous aimons vivre sur l'océan. En effet, il y a un petit risque d'avoir une propriété au bord de l'océan. Le tremblement de terre, l'ouragan, tout ce qui peut arriver d'un certain côté, c'est chouette. C'est un pari, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez à ce que prédisent les scientifiques, qu'un tremblement de terre majeur va se produire ici avant la fin du siècle? Il y a eu récemment un tremblement de terre à Coalinga. Il y a une grande ligne de faille ici. Et la science des tremblements de terre n'est pas encore crédible. Elle le deviendra peut-être, mais je ne sais pas si un tremblement de terre majeur se passera ici ou ailleurs. À partir de quelle intensité, à partir de quelle magnitude, un séisme a-t-il des effets destructeurs? La magnitude ne détermine pas en réalité l'effet destructeur. Imagine un tremblement de terre colossal, 8,5, 8,6, mais qui se fait à très grande profondeur, disons à 400, 500 km de profondeur, ce qui dans les zones d'affrontement et de subduction est tout à fait possible et se produit. Eh bien, ces effets seront relativement modérés parce qu'il y a cette épaisseur de 500 km de roche qui va absorber une bonne partie de l'énergie des ondes sismiques. Ce qui compte, évidemment, du moment qu'il est de magnitude supérieure à 7, il fera toujours des dégâts. Mais les dégâts sont fonction d'abord de la magnitude, c'est-à-dire l'énergie libérée, et un tremblement de terre n'a qu'une seule magnitude, soit magnitude caractéristique, disons 8, pour un gros. Mais ça dépend également de la profondeur. Plus il est profond, moins les effets en surface seront intenses. Et ça dépend de la distance en surface entre l'épicentre. L'épicentre, c'est le point de la surface juste à l'aplomb du foyer qui est en profondeur. La distance entre l'épicentre et le point considéré. Si tu es à 3 km de l'épicentre, tu es dans la zone durement secouée. À 30 km, tu l'es déjà un peu moins. À 300 km, tu l'es moins. À 3000, tu n'y es plus du tout. Donc tu vois, voilà trois facteurs qui jouent. Et alors là, ce qui compte donc, les effets du tremblement de terre, c'est ce qu'on appelle l'intensité du tremblement de terre. Et les intensités sont sur une autre échelle que celle de Richter. C'est l'échelle qu'on appelle aujourd'hui MSK, qu'on appelait jadis Mercalli, mais qui a été un peu modifiée. L'échelle MSK est celle des intensités, celle des effets sur les gens et sur les bâtiments. Et alors là, à partir de 8, ça devient redoutable. Les failles de coulissage sont connues pour être le lieu de séismes particulièrement importants. C'est le cas, je crois, de la faille Saint-Andréas. Et les scientifiques ont longtemps cru qu'ils allaient pouvoir prévoir ce qui se passerait sur la faille Saint-Andréas. Qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, je dois dire que je n'ai jamais cru que l'on pourrait prévoir sérieusement, c'est-à-dire prévoir avec précision, à un jour près, le moment et le lieu exact d'un tremblement de terre. Et je ne le crois toujours pas. Et je crois que peu de scientifiques spécialisés l'aient réellement cru. Certains l'espèrent pour un avenir lointain, mais en règle générale, le tremblement de terre, je crois, demeurera toujours imprévisible, sauf quelques exceptions, comme l'admirable réussite chinoise en 1975 dans la province de Liaoning. Mais l'effort de prévision est énorme. Il a démarré
en 1964 aux États-Unis, après le tremblement de terre désastreux d'Alaska, encore une fois, à Anchorage, où il y a eu un demi-millier de morts. Et cela fait ouvrir les vannes des crédits, tant fédéraux que ceux des États concernés, et on a lancé un énorme programme de tentatives de prévision. Mais prévoir les tremblements de terre est incomparablement plus difficile, incomparablement, que prévoir le temps qu'il fera, avec des moyens aussi incomparablement moins énormes que ceux de la météorologie. Donc je pense qu'on n'y arrivera jamais. Je crois que c'est impossible. De temps en temps, il y aura une exception bienvenue et à laquelle nous applaudirons tous, mais ce sera toujours l'exception. Ce n'est pas par la prévision qu'il faut se défendre contre les effets des tremblements de terre, c'est par les précautions, et ces précautions vont avant tout dans la construction de bâtiments, d'immeubles qui résistent et qui ne s'effondrent pas, parce que les 9/10 des victimes sont les gens qui sont tués ou blessés par la chute des immeubles. Quant aux éruptions volcaniques, Quelle est la première éruption volcanique qui a laissé des traces sur le plan des destructions? eh bien, la première, historiquement, la plus ancienne, c'est celle du Santorin, qui s'appelait à l'époque Terra, ou du moins que les Grecs appelaient Terra, qui est donc un volcan de la mer Égée, au sud de la Grèce, entre la Grèce et la Crète, qui est aujourd'hui un anneau insulaire, avec un volcan de très basse altitude au milieu de cet anneau d'eau, de cette eau entourée par un anneau volcanique, mais qui, avant cette éruption colossale, était un grand cône qui devait probablement atteindre les 3000 mètres d'altitude, avec une quinzaine de kilomètres de diamètre, donc un cône puissant. Et tout cela a disparu dans la colossale éruption qui a détruit la totalité de l'île, sauf cet anneau encore émergé qui subsiste et qui s'appelle désormais Santorin. Ça se passait en 1370 à peu près avant Jésus-Christ. Là, on est à peu près certain que c'est cette éruption qui a donc non seulement détruit la civilisation minoenne dans l'île de Crète, mais cela a donné naissance au grand mythe, à la grande légende de l'Atlantide. L'Atlantide, en réalité, c'est ça. Il n'y a jamais eu un continent atlantique qui ait disparu. Les continents ne disparaissent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont trop légers. Les continents sont en roches sédimentaires et granitiques. Et ils flottent. Ils sont de densité de 7 et le magma en dessous est de densité de 3. Ils ne peuvent pas. Il n'y a que les îles volcaniques qui peuvent disparaître, pas les continents. Ainsi, le Krakatau, dans le détroit de la Sonde, qui fut fracassé et englouti en 1883. Un demi-siècle de repos succéda à la catastrophe, après quoi l'activité reprit et un nouveau volcan apparut à la surface, Anak Krakatau, l'enfant de Krakatau. En 1883, quand la montagne fut détruite donc par cette éruption colossale, une vague tout aussi colossale, un tsunami comme on dit, avait suivi l'effondrement de la montagne. Et ce tsunami a tué 36 000 personnes jusqu'à 100 km de distance. Donc le tsunami, mot japonais, accompagnant cette explosion et surtout l'effondrement consécutif de la montagne dans la chambre magmatique, dans la cavité laissée par tout ce que le volcan a vomi en quelques minutes, ça fait une énorme salle voûtée, sans doute incandescente, à quelques kilomètres au maximum de profondeur. Et la montagne, ça s'appelle lourd une montagne, la montagne du Krakatau, comme celle de Terra, 3000 ans plus tôt, s'est effondrée là-dedans en créant la caldeira. Et cet effondrement a provoqué évidemment une onde
à la surface de la mer, une onde destructrice, ce qu'on appelle un tsunami, qui a tué ces 36 000 personnes et qui a traversé l'océan Pacifique, est allé, pas tuer des gens, mais secouer les navires en rade du port de Valparaiso au Chili. Et le bruit de cette explosion, et ça a dû être la même chose pour le Santorin 3000 ans plus tôt, le bruit de l'explosion du Krakatoa a été entendu au centre de l'Australie et au milieu de l'océan Indien, à 4000 km de distance. On a entendu à l'oreille une déflagration à 4000 km. C'est comme si à Paris on entendait une explosion qui se produisait en Sibérie. C'est stupéfiant comme puissance. Et l'éruption, bon, qui a aussi pas mal touché les Français, puisque c'était un territoire français, c'est-à-dire l'éruption de la montagne Pelée en Martinique au début du siècle. Ah oui. Est-ce qu'elle est très différente ou elle était du même type? Non, elle n'était pas du même type. C'est une éruption, c'était une éruption dont le type était nouveau, inconnu à l'époque. Depuis lors, on en a vu des palanquets. C'est une éruption libérant une nuée ardente. Qu'est-ce que c'est qu'une nuée ardente? C'est un jet de gaz à haute température, dans l'autre aussi, mais non pas uniquement verticalement, mais aussi latéralement. C'était le cas donc à la montagne Pelée. Et cette nuée de gaz est surchargée de blocs de magma, extrêmement riches en gaz, de magma très léger, parce que très vésiculeux, de nature chimique acide, comme on dit, ce sont des dacites, des rhyolites. La nuée ainsi libérée se propulse, semble-t-il, par elle-même. On n'en est pas tout à fait sûr encore, mais ça semble vrai. Elle se propulse par elle-même, elle a donc la puissance de départ, comme un obus qui est lancé par une charge d'explosifs, mais elle, chargée de blocs de magma, qui libèrent leur gaz dans l'atmosphère, dans la nuée, se propulse comme des fusées. Et ça donne à la nuée ardente une vitesse de propagation que l'on a estimé pouvoir atteindre 500-600 km à l'heure. Plus de 80 ans après cette catastrophe, il ne reste à la Martinique que peu de contemporains, dont le docteur Domergue, qui était à Fort-de-France au moment de la destruction de Saint-Pierre. Les premiers signes ont eu lieu le 24 avril 1902. Et l'éruption qui a détruit Saint-Pierre a eu lieu le 8 mai. Par conséquent, 14 jours exactement, jour pour jour. Le 24 avril était un jeudi, la destruction de Saint-Pierre, c'est le 8 mai, c'était un jeudi également, 15 jours. Auparavant, il y avait eu l'engloutissement de l'usine Guérin par un amas de boue qui dévalait des flancs de la montagne, vers le 6 mai, me semble. Enfin, le 8 mai, c'est la destruction de Saint-Pierre par une nuée ardente. Le professeur Lacroix explique ce phénomène comme un nuage chargé de gaz et d'électricité et qui s'avance à une vitesse fulgurante. Vous savez que le 5 mai, il y a eu le barrage de l'étang sec. L'étang sec, c'était l'ancien cratère. Et il s'était rempli d'eau par suite de cette montée de la lave qui faisait monter également la phréatique. L'étang sec était plein d'eau et c'était une cavité considérable. Elle avait 800 mètres de long sur 400 mètres de large. Et sur peut-être une cinquantaine de mètres de profondeur. Ça, c'est un réservoir d'eau colossal. Et le 5 mai, il y a eu une brèche de l'étang sec qui a ouvert cette avalanche d'eau sur Saint-Pierre. Et c'est une vague qui avait, paraît-il, 40 mètres de hauteur. C'était quelque chose de considérable. Oh, nous avons perdu toute la famille, monsieur. Il n'est resté que ma mère, avec 4 filles, dont je suis l'aînée, et la dernière avait 6 mois. On a perdu corps et biens. N'avait pas un centime. Ce sont les souvenirs de Madame Doris, les souvenirs du docteur Domergue, les souvenirs des rares survivants qui ont permis d'illustrer la catastrophe qui devait anéantir Saint-Pierre de la Martinique. C'est par de petits tremblements de terre que les signes avant-coureurs à la catastrophe ont commencé réellement, en avril 1902. Le 2 avril, on avait aperçu des fumerolles sur la montagne Pelée, accompagnées de pluies de cendres et de secousses qui brisèrent la vaisselle sur les étagères.
équipe de volontaires escalada le volcan pour observer ce qui se passait là-haut près de l'étang sec. À leur grande surprise, l'étang sec, longtemps resté sans eau, contenait désormais un lac d'eau fumante. Les derniers jours d'avril furent marqués par des grondements, des émissions de cendres et de vapeurs nauséabondes. Le 2 mai, la couche de cendres avait déjà plusieurs centimètres d'épaisseur. Les arbres cédaient sous le poids des cendres accumulées et les oiseaux mouraient. Ce soir-là, avant minuit, il y eut une éruption accompagnée de violentes détonations. Les habitants sortant dans les rues pouvaient voir au-dessus de la montagne un épais nuage chargé d'électricité, déchiré par des éclairs. Le lendemain, alors que le volcan grondait encore, une forte pluie provoqua la crue des rivières qui charrièrent des arbres déracinés et des débris jusqu'à la mer. Le 5 mai, Saint-Pierre fut envahi par des serpents. Plus de 50 personnes succombèrent à leurs morsures. Quelques heures plus tard, le barrage naturel de l'étang sec céda, libérant une masse d'eau chargée de boue fumante de 30 mètres de hauteur. Elle dévasta la sucrerie Guérin. Tous les ouvriers périrent. Cette masse de boue était si épaisse que seule la cheminée de l'usine émergeait. Le lendemain, il sembla que l'éruption redoublait de violence. Le bruit des détonations était perceptible jusqu'en Guadeloupe. Une épaisse couche de boue avait recouvert toute la région. Dans la nuit du 6 mai, vers 4 heures du matin, un formidable grondement réveilla Saint-Pierre. Au sommet de la montagne, 2 cratères flamboyaient. Plus bas, une nuée était sillonnée d'éclairs. Le matin du 7 mai, la mer était recouverte de pierres ponces et les bateaux en mouillage dans la rade semblaient échouer. Dans le journal du 7 mai, il était question de l'éruption de Saint-Vincent et des élections prochaines. Sur les événements de Saint-Pierre, cette phrase « Il n'y a rien dans l'activité de la montagne Pelée qui justifie une évacuation de Saint-Pierre ». Les propos rassurants des autorités devaient avoir pour effet de fixer la population jusqu'aux élections. Le 8 mai 1902 au matin, 7h50. En moins de 2 minutes, une avalanche incandescente déferla à 160 km/h, anéantissant toute la ville et les navires en mouillage. La troupe stationnée la veille aurait, paraît-il, refoulé ceux qui cherchaient à fuir. Cependant, 2000 Pierrotins trouvèrent refuge à Fort-de-France. Les 30 000 autres sont morts dans cette catastrophe. Saint-Pierre était une ville prospère, avec ses fabriques, son port, son théâtre, sa cathédrale. Saint-Pierre était considéré comme le Paris des Antilles. Les connaissances qu'on a acquises en 3/4 de siècle depuis la catastrophe de la montagne Pelée, en partie à cause de cette catastrophe, sont maintenant un acquis utilisable pour la prévision. Et la prévision d'une éruption, aujourd'hui, si le volcan est surveillé, le départ de l'éruption ne peut pas être manqué par des volcanologues compétents et bien outillés. Impossible. Le départ de l'éruption. De là à prévoir qu'il y aura un paroxysme épouvantable, destructeur, meurtrier, comme celui du 8 mai 1902, nous n'en sommes pas encore là. Le départ de l'éruption est facile à prévoir. L'occurrence ou la non-occurrence d'un paroxysme est plus difficile, mais pas du tout impossible. Et ce que l'on a appris depuis 1902, jusque l'éruption du Saint-Helens de 81 à 84, qui se poursuit toujours et qui est très très bien étudiée par des volcanologues de grande qualité, a apporté énormément de savoir. Et ce que l'éruption de la soufrière de la Guadeloupe en 1976-17 nous a apporté en connaissance est également très très valable.
Quand l'éruption a eu lieu en 1976, est-ce que tu considères que la Soufrière était un volcan surveillé? Était surveillé de façon pas trop mauvaise. Pas trop mauvaise. Et on prévoyait que quelque chose se passerait, on ne savait pas quoi, parce qu'il y avait, depuis tantôt 1 an déjà, une crise sismique tout à fait anormale, qui ne faisait que croître. Donc il y avait plusieurs scientifiques qui s'en occupaient. Et quand l'éruption a éclaté, au début de juillet 1976, c'était une éruption phréatique, c'est de la vapeur d'eau souterraine portée à haute température et qui a fait exploser le toit de roche qui la surmontait. Cette éruption de vapeur d'eau, très spectaculaire, a terrorisé les gens. Ce jour-là, il y avait un soleil magnifique qui éclairait notre ville de Saint-Claude, et puis brusquement, il y a eu des cris et des bruits de voitures qui dévalaient la côte, et enseignement pris, on a dit que la Soufrière allait éclater. Immédiatement, il y a eu un nuage de cendres volcaniques si épais que tout a été obscurci. On se croirait en pleine nuit alors qu'il était à peine 10 heures du matin. Alors ça a été la grande panique, les gens se sont engouffrés dans les véhicules disponibles et tout le monde a filé en direction de Basse-Terre. Certaines personnes sans même se rendre compte de ce qui se passait à ce moment-là. Il a fait noir, mais très noir. On ne voyait plus rien, on ne voyait plus Basse-Terre. L'odeur était encore plus suffocante. Je lui ai dit, mais tu sais, on va crever. Il me dit, mais non. Je lui ai dit, mais oui, parce qu'on est tous les deux handicapés, on ne peut pas courir. Et j'entendais tout le monde à l'intérieur en train de partir. On voyait les malades passer avec leur sérum dans une main et puis ils s'en allaient, les gens en chemise de nuit qui partaient. Alors, on a dit, bon, on va s'asseoir là et on va attendre qu'on meure. Alors, ce qui sort, c'est fait de quoi? C'était de la vapeur d'eau, surchauffée au départ, simplement de la vapeur bouillante après, chargée de débris de roches anciennes. J'étais à l'époque officiellement le volcanologue in charge, comme disent les Américains, pour les Antilles, pour les volcans français. On peut dire responsable en français? On dit? Responsable? Voilà, j'étais le volcanologue responsable et j'ai été appelé par le préfet, je suis parti tout de suite là-bas et en 2 heures, j'étais absolument tranquillisé. L'éruption, donc j'ai reconnu très vite que c'était une éruption phréatique. Il n'y avait que des vieilles roches qui avaient été lancées, il n'y avait que de la vieille poussière, pas du tout de lave fraîche, de lave nouvelle, il n'y avait absolument pas. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs aux autorités administratives et gouvernementales de l'époque, en 1976. C'est une éruption phréatique, il n'y a aucun danger, absolument pas le moindre danger pour la population, sauf si des paramètres, des facteurs évolue, change, si les températures montent, si la chimie des gaz se transforme, si la profondeur des séismes diminue, que les séismes se rapprochent de la surface, etc. À ce moment-là, il faudra reconsidérer la question. Le diagnostic que je fais maintenant, c'est sur les caractéristiques que nous avons actuellement. Il n'y a aucun danger. Si une des caractéristiques change, il faut rediscuter de la chose. Mais à ce moment-là, quand les caractéristiques vont changer, nous aurons encore devant nous probablement des semaines sans risque, en tout cas à coup sûr des journées entières. Tout ce qu'il faut pour prendre des décisions. Tout le monde se rappelait, se souvenait de ce qui s'était passé en Martinique et on s'est arrangé. On prenait des dispositions pour que pareille chose ne se produise pas en Guadeloupe. On avait ordre de notre préfectoral d'évacuer complètement ceux qui étaient sur leur propre responsabilité. Parce qu'ici, était considéré une zone d'entrée. Obéissant aux ordres venus de Paris et s'abritant derrière les affirmations d'un professeur prétendument compétent de l'université de Paris-Jussieu, le préfet ordonna d'évacuer la population de Basse-Terre, de Saint-Claude et de Matouba. En tout, plus de 72 000 personnes furent ainsi exilées pendant 4 mois. Le département fut partiellement ruiné et les contribuables supportèrent ce gaspillage de plusieurs centaines de millions de francs. Dis-moi,
la plupart des éruptions, je crois toutes les éruptions volcaniques qui ont eu lieu, ont eu des phénomènes qu'on ne maîtrisait pas du tout. C'est-à-dire où il y avait des laves, où il y avait des vapeurs, mais on ne pouvait rien faire, on ne pouvait que constater. À l'Etna, il n'y a pas très longtemps, on a essayé effectivement de détourner la lave. Est-ce que c'est une expérience qui a réussi? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle peut être reproduite aujourd'hui sur d'autres volcans? C'est une expérience qui a, la chance aidant, réussi à 100%. J'étais conseiller de l'équipe qui a imaginé la chose et qui l'a conduite à bien. Il y avait 3 volcanologues, il y avait 2 Italiens de grande qualité, Franco Barberi de Pise et Lillo Villari de Catane, et un Français, François Le Guern, de Gif-sur-Yvette. Ça, c'était les 3 volcanologues qui conseillaient le ministre qui prenait les décisions, le ministre Loris Fortuna, qui était le ministre de la protection civile, des catastrophes naturelles, si l'on veut, en Italie. Et il y avait une équipe d'ingénieurs pour mener le projet à bien. Ce projet était de détourner à son origine, près de son origine, la coulée de lave qui, en 6 semaines à peu près, était descendue d'une altitude d'environ 2300 mètres jusqu'aux environs de 1100 mètres, avec 1200 mètres de dénivellation, une dizaine de kilomètres de distance, détruisant tout sur son passage. Vu la configuration des choses, vu la nature de l'éruption, vu le type de coulée, etc., nous pouvons tenter de détourner la tête, l'origine de la coulée, pour priver les fonds qui avancent lentement, mais inexorablement vers ces bourgades, de leur alimentation. Donc ils vont s'arrêter. Ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de détourner la coulée. À quoi nous sommes ici à 100 mètres, 150 mètres en dénivellation sous la source. L'endroit a été choisi par Franco Barberi pour des tas de raisons, je ne vais pas entrer dans le détail. Vous voyez les pelles mécaniques, les bulles creusées, un chenal dans lequel on va expédier la lave lorsque l'on aura fait sauter la paroi qui la limite sur sa rive droite et que l'on est en train depuis 8 jours de forer, de miner, et dès que ce sera terminé, on la fera sauter et on espère que la lave va s'engouffrer dans cette brèche et prendre le chenal qu'on lui a indiqué.
Par-delà le rougeoiement des laves reflétées par leur fumée, les lumières de Catane. Dans la lumière crue d'un projecteur de DCA, l'on distingue les tubes des mines que l'on a forées pour le dynamitage de la paroi. À 4 heures du matin, le 14 mai 1983, la paroi saute. Et la coulée, comme à regret, bascule dans le chenal que les bulldozers lui avaient ménagé. Mais seule fut déviée la moitié supérieure de la coulée. La moitié inférieure avait continué tout droit, mais elle se trouva arrêtée dans un tunnel, comme il y en a toujours sur ce genre de coulée de lave, à quelques centaines de mètres en aval. Par des lucarnes dans sa voûte, voici le tunnel. La lave y coule encore, et cela ne durera pas, car les blocs lancés en l'air par l'explosion, retombés et emballés dans la lave, sont allés s'immobiliser dans ce tunnel et l'obstruer de façon définitive. Ces énormes éléphants, ces hippopotames de basalte en fusion sont des blocs enrobés de lave. Nous avons parlé des tremblements de terre, nous avons parlé des éruptions volcaniques. Il y a un autre type de catastrophe, souvent plus colossal encore, qui sont liées à l'atmosphère et à la mer. L'atmosphère est d'ailleurs intimement liée à la mer. Ce sont les deux grands fluides qui régissent toute notre existence et l'existence de la Terre elle-même, de la face de la Terre. C'est l'eau océanique et c'est l'atmosphère qui l'entoure. Et l'interaction des deux avec l'action du soleil donnant l'énergie, sans parler de la pesanteur qui donne aussi ses effets, cela crée parfois des situations épouvantables. D'abord, ça engendre les vents engendrent les courants, les dépressions cycloniques, les cyclones tropicaux, les ouragans, les tornades. Tout cela est lié et on passe de l'un à l'autre en réalité de façon, je dirais, progressive. C'est très passionnant, c'est très complexe, c'est difficile à prévoir. Et ce n'est pas facile, il n'est pas facile de s'en protéger. Il faut que l'eau de mer soit à plus de 27 degrés pour qu'un cyclone s'engendre. Mais plus haut, il s'engendre également des cyclones dans des eaux beaucoup moins chaudes, mais ce sont des cyclones, ce sont des dépressions, qu'on appelle aussi cyclones en termes scientifiques, mais ce sont des cyclones de 1000, 2000, 3000 km de diamètre qui nous font le mauvais temps que nous avons sous nos latitudes moyennes. Le cyclone tropical, lui, il fait, au lieu de 3000 km, il fait 300 km de diamètre. Il est 10 fois moins large et les énergies sont les mêmes. Donc les vents vont beaucoup plus vite, les dépressions sont beaucoup plus marquées.
Dans l'œil, par exemple, du cyclone, la dépression est beaucoup plus forte que dans une dépression cyclonique qui se forme au large de l'Islande. Et quand c'est plus étroit encore, c'est une tornade, une trombe marine, une tornade terrestre, ou alors on ne sait même pas quelle est la pression au centre, elle est encore plus basse, on n'a jamais pu la mesurer. Et la vitesse des vents atteint peut-être 400 ou 500 km/h. Les forces naturelles mises en jeu par les grandes causes de cataclysme, le tremblement de terre, l'éruption volcanique, le cyclone, l'orage, la tornade, peu importe, sont des millions de fois supérieures à la puissance que l'homme peut lui-même mettre en jeu pour s'y opposer. Une bombe thermonucléaire, la bombe H, c'est rien, c'est une chiquenaude à côté d'un tremblement de terre, d'une éruption violente, ou d'un cyclone, ce n'est rien. Les inondations peuvent être le pire des fléaux, que ce soit en Australie comme ici, en Inde, au Japon, au Pakistan, aux États-Unis et surtout en Chine, où le fleuve jaune, par exemple, a tué jusque plus de 2 millions de personnes au cours d'une seule de ces crues gigantesques. Les inondations sont extrêmement dévastatrices, parfois, et extrêmement redoutables. Le deuxième type d'inondation, je ne parle que d'inondation naturelle, hein, je ne parle pas d'une rupture de barrage, d'un accident pareil. Mais le deuxième type d'inondation naturelle est heureusement plus rare parce qu'il peut être terrifiant. L'autre aussi peut être terrifiant. Les Chinois ont eu des expériences d'inondation de leurs grands fleuves effroyables, avec des centaines de milliers de morts chaque fois. Mais l'autre est peut-être plus terrible en moyenne, c'est celui des inondations en bord de mer dans les pays très plats, comme le Bengale par exemple, ou le Pakistan, les Philippines dans certains endroits, où survient la conjonction d'une haute marée, le phénomène de la marée, et en même temps d'une très basse pression, notamment une dépression de cyclone tropical. Alors la mer se gonfle, elle se gonfle terriblement parce que la pression est faible, n'est-ce pas? La pression qu'elle subit, qui la
traverse d'habitude, et qu'en même temps, il y a le phénomène d'attraction par la Lune et le Soleil, le phénomène de marée, donc elle gonfle 2 fois, et elle peut envahir des surfaces immenses d'un pays qui se trouve, disons, à 1, 2, 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, et comme ce gonflement de la mer dépasse 1, 2, 3 mètres, ce sont des inondations effroyables, avec des hécatombes qu'on n'imagine pas dans nos pays tempérés. Éruption volcanique, tremblement de terre, cyclone, inondation. Et un dernier type de grande catastrophe dont tu n'as pas parlé, c'est les avalanches ou les glissements de terrain. Tous les deux sont des écroulements très brutaux ou des glissements parfois, qui sont moins brutaux mais qui peuvent être aussi meurtriers et dévastateurs, de matière solide. La neige est solide, elle est pulvérulente mais solide. Et les rocs ou les terres qui glissent le sont aussi, mais tout ça rendu plus ou moins fluide par la présence de l'eau. Les avalanches, bon, il y a chaque année des quantités d'avalanches dans nos Alpes et dans toutes les montagnes, et plus la montagne sont élevées, plus il y a de neige sur ces montagnes et plus les avalanches sont colossales. Les plus colossales de toutes sont dans l'Himalaya, puis dans la cordillère des Andes, puis dans les montagnes de l'Alaska et puis dans les Alpes, où elles sont relativement modestes, mais épouvantablement destructrices et meurtrières quand même. Alors il y a plusieurs types d'avalanches, je ne vais pas entrer dans le détail. Elles se produisent toujours, les avalanches, quand la neige qui s'est accumulée sur une pente, tout à coup perd l'équilibre et glisse, d'un seul coup ou lentement. Il y avait, jusqu'à la dernière guerre, la tradition de bouche à oreille de toutes les populations montagnardes de chez nous savaient parfaitement quels étaient les couloirs d'avalanches exceptionnelles. Des avalanches qui se produisent une fois par siècle, même moins. Ils le savaient, ils ne construisaient pas dedans. Aujourd'hui, tout cela est colonisé par des immeubles, des hôtels, des chalets, tout ce que l'on veut. Évidemment, en certains endroits, on a pris des précautions, on a construit des systèmes par avalanche, cela dit, mais il y a des quantités d'endroits où on a construit, où cette année, ou dans 35 ans, il y aura une catastrophe parce que l'avalanche exceptionnelle ira infiniment plus loin que les distances auxquelles nous sommes habitués.
nous vous convions, lors de la prochaine émission, à nous accompagner dans deux univers à la fois semblables et opposés. Deux univers qui m'ont envoûté et qui m'envoûtent toujours davantage, celui des déserts de glace et celui des déserts torrides.